juste vous montrer des démonstrations. Ça, c'est une stratégie d'alimentation, des affaires qu'avec Éric, on s'en parlait vite fait, qu'est-ce qu'on parlerait et qu'on ne parlerait pas. C'est des affaires qu'Éric a parlé, on va essayer vite. Dans le fond, ce que je vais dire, c'est quoi les besoins nutritifs des animaux? Les stades de production, parce que les stades de production, on en a parlé un petit peu tantôt avant le vêlage, puis après le vêlage, des besoins. Stratégie de gestion, puis une petite conclusion. Fait que les besoins nutritifs des animaux, les besoins d'entretien, de lactation, de croissance et de reproduction. C'est toujours réparti comme ça. C'est l'ordre que les animaux, on va en revenir un petit peu l'ordre d'utilisation, mais que l'animal, il faut qu'il se garde en vie, il faut qu'il respire. Après ça, c'est la lactation, la croissance, puis après ça, c'est la reproduction. Fait que si on a une déficience quelconque, ce qui va manquer en premier, c'est la reproduction, c'est la croissance, c'est la lactation, puis finalement, c'est l'animal qui va mourir. C'est dans l'ordre des besoins qui sont là. C'est pour ça que la reproduction, c'est vraiment important, mais si notre ration est déficiente, c'est la reproduction qui va être affectée en premier. Les besoins d'entretien, bien, ce que je viens de dire, c'est pour les déplacements, la digestion, le maintien de température corporelle, la réparation des tissus, puis le maintien du poids. Les besoins d'entretien, ça va varier selon la grosseur de l'animal. En proportion, plus qu'un animal est gros, moins ça prend de besoin d'entretien qu'un animal est petit. La race, le statut physiologique, l'activité, les conditions environnementales. Si on est dans un environnement qui est très humide ou très venteux, ça prend plus de besoin d'entretien pour se garder en vie que c'est un environnement qui est sec. La température critique pour les bovins, ça dépend du pelage à l'été ou à l'hiver. Critique, c'est à partir de les besoins, les animaux ont besoin de compenser. Fait quand à l'été, l'humidité, la température est plus que 15 degrés, bien, l'animal a besoin de travailler pour garder sa température plus fraîche. Quand à l'hiver, quand la température est moins que 8 degrés, bien là, il y a besoin d'un peu plus d'énergie pour se maintenir. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'à l'automne, au mois de septembre, octobre, les animaux ils performent bien, ils sont vraiment dans le état climatique que la température, c'est vraiment entre les deux, puis ils sont super confortables. Mais c'est pas parce qu'à moins 10, plus que ça descend, plus ça en prend, puis à l'été, plus que c'est chaud, des températures extrêmes, mais c'est la même affaire, ça prend beaucoup d'énergie pour refroidir les températures, c'est pour ça qu'ils performent un petit peu moins. Il y a le facteur éolien aussi, je parlais ce matin des brise-vents. Bien, c'est la même chose que nous autres, quand on parle de la météo, on parle toujours du facteur éolien. Bien, quand il y a du vent, le facteur de refroidissement, les animaux les ressentent. C'est pour ça qu'on voit une brise-vent ou un excès imposé, des choses comme ça, parce que plus qu'on. Moins 20 avec un vent de moins 20, ça fait les facteurs équivalents de moins 30. C'est là que ça fait une grosse différence. Toutes les brise-vents sont essentiels pour protéger les animaux. Si on aurait, à cause de refroidissement, les besoins qu'on aurait besoin, si la température est ressentie par les animaux de moins 1 à moins 25, bien, si le foin, les animaux, il faudrait qu'ils mangent soit 1,7 kg à moins 12, comparativement à moins 1, puis à moins 25, il faudrait qu'ils consomment moins 3,4. Ou si on le met en ordre, il y aurait besoin d'1 kg pour répondre aux besoins en plus, ou 2 kg, ou du gras, si on est capable d'aller chercher des gras corporels, c'est ça qu'on disait ce matin qu'on est capable d'aller chercher. Ou la graisse, 1 kg ou 2 kg s'ils sont capables de maigrir pour maintenir leur température corporelle selon le facteur éolien. Bon, une vache qui est à moins 6 degrés avec un vent de 25 km a besoin de 25% plus d'énergie pour se maintenir à une température que 0 degré. Fait que le facteur vent, c'est un facteur qu'il ne faut jamais l'oublier parce que c'est vraiment important pour les animaux. Fait que la majorité des producteurs devraient avoir un brise-vent. Oui. Ben, les animaux protégés par un brise-vent. Si on a un boisé, c'est correct. Près d'un boisé, c'est la même chose. Parce que les vaches, en plein milieu du champ, quand il fait bien froid, à l'hiver, tu les vois fondre. C'est comme. Oui, mais Christine? Juste un petit intermède, là, vu qu'on parle de brise-vent, je me posais ça comme question. Je ne sais plus, un brise-vent, mettons que tu as 10 pieds de brise-vent, tu couvres combien de largeur? 10 fois la hauteur. C'est 10 fois la hauteur. Ouais. Fait que 10 pieds protège 100 pieds. 100 pieds. Puis c'est important aussi le brise-vent. Un pied carré par vache. Puis aussi qu'il y ait la porosité, parce qu'un brise-vent, un mur plein, c'est pas efficace parce que le vent, il fait juste passer à travers. Il faut qu'on ait une porosité de 20 à 30 %. Grosso modo, c'est une planche de 5 pouces et demi, 1 pouce et demi de largeur, 5 pouces et demi, 1 pouce de largeur. C'est comme ça que ça casse le vent. Ce que j'ai déjà lu aussi, c'est que le brise-vent, mettons, protégeait 10 fois sa hauteur avec une efficacité correcte et avec une bonne efficacité 6 fois.
Ouais, puis de toute façon, les animaux, là, Une certaine efficacité 10 fois la hauteur, puis une bonne efficacité 6 fois. C'est pour ça que le nom, ça devient plus près. Ouais. Puis on le voit, mettons, mettons, ça serait un brisement, surtout des brisements portatifs, que on travaille beaucoup dans la région, là. C'est les animaux, là, ils vont se tenir, c'est jamais à côté, ils vont se tenir comme ici, parce qu'à côté, tu sens une petite brise, puis ils vont arrêter comme ici, c'est là qu'ils se tiennent. Ouais. Puis nous autres même, si on est, parce que je suis allé à un moment donné qu'on fait visiter, on était à l'extérieur, puis il y avait une tempête de neige, là, puis il y avait vraiment de la poudrerie à côté du brisement, la petite neige elle tombait doucement, puis c'était vraiment, ça marche. Le brisement, c'est vraiment très, très efficace. C'est un brisement portatif, puis des brisements naturels qui se font normalement, c'est avec à l'aide de primevère, sinon je pense qu'on est à 90%. Y a-t-il des producteurs qui mettent des brisements naturels? Je sais pas. C'est plus pour culture. Les animaux, là, je ne suis pas sûr si on en a mis beaucoup. Les enclos, on a fait des enclos, nous autres, puis que les producteurs sont supposés éventuellement de se planter des arbres, mais ça va être fait nécessairement. Mais naturel, c'est aussi bon, là, parce que quand on va dans le bois l'hiver, c'est aussi protégé quand il y a du champ, c'est très efficace. Mais c'est un mélange là, c'est plus des conifères à l'hiver, parce que les feuillus, c'est moins efficace. C'est juste qu'on va avoir froid longtemps le temps que ça pousse. Là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Non, mais il y a une situation idéale, c'est d'avoir un brisement dans ton site, puis tu plantes des arbres, puis qu'à un moment donné, les arbres ils vont être assez gros. Quelqu'un qui a un champ en bordure du bois, ça peut être. Ça fonctionne super bien. Là, un trou dans le fond qui rentre dans le bois. Ouais, ok. Ça, c'est sûr que protéger du vent, si on regarde les animaux qui sont à l'extérieur, un enclos, c'est un des critères qu'on essaie de voir si ça peut avoir un brisement naturel près du bois, c'est bien mieux. Des fois, on n'est pas capable. Artificiel, ça fonctionne très bien. Les besoins nutritifs pour chaque catégorie, Éric en a parlé tantôt, l'énergie, protéines, minéraux et vitamines. Les besoins, entretien, croissance, ça c'est des peu style de cabane à veau que nous autres on a chez nous, là, que des husses à veau pour les veaux. Ce que j'aime pas de celle-là ici, là, c'est une barre fixe. Puis les petits veaux, parce qu'ils se couchent toujours dans la cabane, puis si jamais ils sortent vite fait parce qu'on arrive à côté et qu'ils font un saut, cette barre-là, quand ils sortent, ils se cognent dessus, puis ça les fait vraiment mal. Idéalement, parce qu'on a d'autres producteurs qui ont installé des chaînes, puis une chaîne, c'est moins fixe, c'est pas mal mieux qu'une barre de métal qui est fixe comme ça quand ils sortent à la course. Les petits veaux, c'est pas grave, mais c'est les petits quand sont rendus plus gros là, qui se font mal. Les stades de production, c'est là que le stade physiologique d'une vache, on l'a réparti en 4 cycles. Pré-veillage, qui dure 60 jours, on en a parlé vite fait un matin. Postpartum, après le veillage, entre la naissance et le veillage, puis c'est là la gestation, l'essayer, il faut qu'elle soit faite à 82 jours. Le stade lactation et gestation pour à peu près 123 jours, puis le stade gestation pour 100 jours. Ça dépend toujours à l'âge concept, là, mais c'est réparti dans ces 4 cycles-là, puis les besoins sont très, très différents d'un à l'autre. Avec le postpartum, c'est entre 80 et 90 jours. Puis c'est là que les besoins sont les plus élevés parce que la vache, elle vient de bêler, il faut qu'elle fasse tout son système reproducteur, puis son début de lactation. C'est le stade où les besoins de la vache sont au plus élevés. L'ingestion volontaire, la vache, quand elle commence à bêler, son ingestion commence par atteindre son pic dans cette période-là. Les vaches sont très actives, parce que ceux qui sont bien maternels, il faut qu'ils s'occupent de leur veau en même temps, fait que c'est là que les besoins sont élevés en plus pour ça. Puis si la ration, on en a parlé tantôt, mais si ça perd du poids, on a un problème de reproduction, on va être moins efficace. C'est important là, dans cet intervalle-là, parce qu'on veut l'essayer le plus vite possible, puis il ne faut pas qu'elle perde du poids si on veut que la reproduction soit efficace. La postpartum, là, la vache, elle produit encore du lait, elle est en lactation. Son système reproducteur, c'est là qu'il faut qu'elle fasse son système reproducteur. Débuter les chaleurs aussi, qu'elles soient en chaleur de reproduction, il faut qu'elles soient essayées. Puis pour les tares, les tares, c'est pas correct quand on dit des tares, des vaches au premier veau, il y a encore de la croissance, fait que les besoins sont plus élevés. Fait que c'est important qu'on les sépare dans les vaches pour être capable de les alimenter comme il faut. Le stade entre lactation et gestation, une fois que la vache est essayée, entre 120 et 130 jours, les besoins sont encore assez élevés parce que la vache est en lactation. Ils ont atteint le pic de lactation à cette période-là, parce que ça diminue graduellement. Mais une lactation d'une vache à bœuf, c'est pas une grosse cloche comme une vache laitière, c'est pas le plus droit, là, mais le pic de lactation, il est atteint à peu près 120 jours après qu'elle a veillé.
Là, les vaches sont gestantes, mais les besoins du fœtus sont très faibles parce que le fœtus, il se développe, c'est 2 derniers mois de gestation qui se développe beaucoup. Dans cette période-là, elle est gestante, mais c'est très, très peu exigeant. L'activité de la vache est encore élevée parce qu'elle s'occupe de son veau. Puis les vaches, 2-3 ans, mais ils ont leur croissance aussi encore qu'il ne faut pas qu'on oublie dans ce stade-là. Le stade de gestation, ça débute au sevrage. De 100 à 110 jours, ça dépend un peu quel âge qu'on sevre, mais grosso modo, c'est au début du sevrage. C'est là que les besoins sont les plus faibles. Tantôt, ce qu'on parlait, l'état de chair, bien, si on sevre les vaches, on a une problématique de quantité de fourrage qu'on veut sauver ou qu'on veut faire l'état de chair des vaches, c'est le stade qui est vraiment le plus efficace que ça, parce que la vache, ses besoins sont les plus faibles. C'est la période idéale surtout si on a des vérages de printemps. C'est après que le veuille sevrer, c'est la période idéale pour refaire l'état de chair pour l'année suivante. Les besoins du fœtus sont encore faibles, puis là, la vache, l'activité, elle diminue, elle ne s'occupe plus de son veau parce qu'elle est sevrée, fait qu'elle est pas mal plus calme, et ses besoins sont plus faibles. Période, le pré-vêlage, mais ça, c'est la période qui est critique aussi, c'est pour le fœtus, puis qu'on veut que la vache elle soit en bon état. C'est 50 à 60 jours avant le vêlage. C'est la période qui est la plus critique de l'année parce que la vache elle consomme moins, parce que le fœtus il prend de la place dans le rumen, puis elle n'est pas capable d'ingérer moins. Les vaches, il faut qu'il y ait un état de chair pour le vêlage de 3,5. C'est là qu'il faut qu'ils soient en bon état parce que c'est plus vraiment le temps de les faire engraisser. La croissance du fœtus, il fait environ 60 livres dans cette période-là. Fait que la vache, il faut qu'elle fasse un gain minimum de 1 livre à 1 livre et quart de gain par jour, juste pour son fœtus, puis les liquides amniotiques, tout ça. Puis les tares, c'est un gain de 2 livres à 2 livres et demi par jour, il faut qu'il fasse dans cette période-là. Puis c'est une période, quand on a un fourrage de moins bonne qualité, les animaux sont souvent sous-alimentés. Les vaches vont se préparer pour la lactation, et l'ingestion volontaire est beaucoup plus faible à cause de la présence du fœtus dans le rumen. Fait que si on sous-alimente en pré-sevrage, des fois les producteurs ils veulent faire ça, ils disent bon, mais je ne soignerai pas fort pour ne pas avoir de problème de vêlage. Bien, ce qu'on se rend compte, c'est que le poids des veaux à la naissance sont plus petits, peuvent être plus faibles, mais souvent il n'y aura pas moins de difficulté de vêlage parce que la vache est en moins bonne forme. Fait que ce n'est pas le temps de rationner les vaches et de sous-alimenter dans cette période-là. Et le taux de survie des veaux va être plus faible. Puis après ça, ça va être affecté à la production laitière une fois qu'elle va vêler, puis les chaleurs seront retardées. Fait que sous-alimenter les vaches les 2 derniers mois de gestation, c'est vraiment pas une bonne pratique à faire pour toutes ces raisons-là, malgré qu'il faut vraiment sensibiliser les clients, les producteurs pour ça. Si l'énergie de la ration survie des veaux, bien, si le dernier tiers de gestation, toutes les vaches avaient une ration déficiente en énergie, une perte de poids, c'était une expérience. Okay, c'est l'expérience qu'ils ont faite, c'est qu'il y avait une perte de poids. Après ça, s'il y a 30 jours, la moitié des vaches avaient repris du poids. T'as plus, c'est quoi que tu appelles? OK, c'est cette expérience-là qu'il y avait. Ça, c'est une expérience qu'ils ont faite. Si les derniers tiers de gestation, toutes les vaches avaient une ration déficiente en énergie, ont perdu du poids. 30 jours avant la mise bas, la moitié des vaches avaient une ration pour reprendre le poids perdu, puis ils ont perdu, puis 30 jours avec, ils ont fait un gain de poids. Puis après la mise bas, ils ont comparé performance des animaux. Ce qui est élevé, c'est que le taux de mortalité à la naissance, ça c'est le témoin. À la naissance, il y avait 10 de mortalité de plus, 20 de mortalité de plus à 2 semaines, puis 71 de mortalité de plus au sevrage. Fait que les vaches qui perdent du poids des 2 derniers mois, on a beaucoup plus de mortalité aussi, puis on a des efficacités qui sont moins élevées. Ça, c'est l'état de chair que je vous ai montré ce matin. Ça, je n'irai pas dans le détail pour ça. On a passé à travers là-dessus. L'énergie, on a parlé aussi. Encore là, c'est l'équivalent d'1 kilo d'orge que si la vache est en état de chair, qu'elle peut perdre durant l'hiver. Puis ça, c'est nos courbes. C'est ça que le défi qu'on a en stade. Au début, c'est la courbe de lactation. Les vaches augmentent graduellement. Ça, c'est le pic de consommation. Puis ça, c'est le gain de poids de la vache. Une fois qu'elle est rendue en stade, la vache est capable de faire du gain de poids. Mais ces courbes-là, c'est ça qui est le défi parce que la vache, les besoins sont élevés, la consommation n'est pas encore élevée. Il faut qu'elle soit gestante dans cette période-là ici. C'est pour ça que l'alimentation post-vêlage qui est importante aussi. Si on compare les besoins
en pourcentage, en énergie et protéines, le stade de gestation, on disait que c'est au stade le plus faible, après le sevrage. Mais en pré-vélage, les besoins d'énergie et protéines, c'est à 135-133 par rapport au stade de gestation. Après qu'à vélé, on trouve à 160-172 c'est la quantité en pourcentage par rapport à lui, qui est en lactation. C'est pour ça que quand je disais que tantôt, dans les besoins, si on veut refaire l'état de chair des vaches, c'est ici que les besoins sont les plus faibles. C'est là que la vache, pour la même quantité d'aliments, on est capable de l'améliorer comme il faut pour l'alimentation. C'est juste en pourcentage des besoins par rapport au stade au plus faible. La production laitière, au point de vue animal, c'est la priorité. C'est les animaux, ils vont tout faire pour donner du lait parce que l'objectif, c'est de nourrir le nourrisson. Ça va être au dépend de la reproduction. Fait que si on a une déficience, la vache, elle va donner du lait, mais c'est sa reproduction qui va être affectée. Si on augmente l'alimentation pour faire engraisser les vaches, bien, les vaches vont donner plus de lait selon le potentiel de production laitière. Puis après ça, ça va être l'alimentation. C'est vraiment la priorité de la vache que pour la survie de son fœtus, c'est pour la lactation. Donc, la production laitière, le pic coïncide avec la période de saillie. Fait que là, c'est là qu'on a un défi d'alimentation des vaches. L'âge des vaches, au premier veau, les vaches doivent être alimentées séparément. On en parlait tantôt, les premiers tares, les vaches, on dit les tares, mais les vaches au premier veau. Puis les vaches qui sont plus vieilles, les séparer pour les alimenter comme il faut. On devrait les placer ensemble pour être capable de les soigner comme il faut, surtout en stabilisation libre, comme on voit souvent dans le modèle. Ça, c'était ce que j'avais dans les stades. Puis, s'il y a des questions ou des commentaires, de toute façon, on va faire une petite démonstration de logiciel. Bon. Oui. C'est-tu toi qui fais SIGA? Oui. Faut-tu t'aider ton portable ou il est sur lui? Je vais l'amener. Tu vas l'emmener? OK. Bon, merci Guy.